Bonjour, je m'appelle Cheryl Larivière et bienvenue à l'émission Sur la faille de Cadillac, une série de balados-diffusion du Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic, présentée par la mine Kina de Westdome, qui vous invite à parcourir l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue autrement. Dans les derniers épisodes, on a suivi la faille de Cadillac à travers les grands centres miniers de l'Abitibi-Témiscamingue, de Val-d'Or à Malartic, puis jusqu'à Rouyn-Noranda, en voyant comment cette belle grande bande géologique a structuré le développement de toute la région. Mais aujourd'hui, on va faire un pas de côté. Parce que même si la faille de Cadillac constitue le principal corridor minier de l'Abitibi, l'activité minière ne s'y limite pas. En s'éloignant de cet axe, on découvre d'autres territoires, d'autres réalités où les mines apparaissent différemment, souvent de manière plus isolée, parfois plus fragile, mais tout aussi importante pour comprendre l'histoire de la région. Donc aujourd'hui, on va élargir le regard. On va quitter le cœur de la faille pour explorer d'autres secteurs de l'Abitibi, notamment du côté de l'Abitibi-Ouest, puis autour d'Amos et jusqu'au Témiscamingue, pour voir comment l'activité minière s'y développe, en marge du grand corridor qu'on a suivi jusqu'ici. Maxime, quand on parle justement du côté de l'Abitibi-Ouest, est-ce que c'est un secteur qu'on a tendance à sous-estimer dans l'histoire minière de la région? Un peu, puis pourtant, l'Abitibi-Ouest, ce n'est pas vraiment un secteur à négliger quand on parle d'histoire minière. C'est sûr que quand on pense à l'Abitibi, on revient souvent aux grands centres qu'on a vus, Val-d'Or, Malartic, Rouyn-Noranda, qui sont directement sur la faille de Cadillac. Mais ça ne veut pas dire que tout le reste du territoire reste en marge de l'activité minière. Du côté de l'Abitibi-Ouest, il y a plusieurs mines d'or qui vont jouer un rôle important. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le développement ne se fait pas exactement de la même façon. Si on prend La Sarre, par exemple, ce n'est pas une ville qui se construit d'abord autour d'une mine. Elle se développe plutôt au début du 20e siècle avec l'agriculture puis le chemin de fer, dans une logique de colonisation. Mais autour de ça, il y a des villages qui, eux, vont être beaucoup plus directement marqués par l'activité minière. On peut penser notamment à du Parquet ou à Normétal, où l'exploitation des ressources va vraiment structurer le développement local et même influencer l'ensemble du secteur. Donc, on n'est pas dans un grand corridor continu comme la faille de Cadillac, mais plutôt dans une série de pôles miniers qui apparaissent de façon plus ponctuelle sur le territoire. Peux-tu nous parler un peu du Parquet? Est-ce que ça apparaît d'une manière similaire à ce qu'on a vu à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda, où le développement part assez rapidement autour de la mine? Justement, du Parquet, c'est un bon exemple de ce qu'on disait à l'instant. On n'est pas dans un développement qui part d'un grand corridor comme à Val-d'Or ou à Rouyn. Ici, tout commence avec vraiment un gisement plus isolé, là, encore plus isolé qu'on l'était précédemment. Donc, dès 1910, il y a un prospecteur nommé John Berry qui s'intéresse au secteur du canton du Parquet, puisqu'il identifie un gisement d'or. À ce moment-là, le potentiel, il est là, mais il n'est pas encore suffisamment démontré pour attirer immédiatement les grandes entreprises. Il y a une première entreprise qui fait des travaux de forage, mais qui abandonne assez rapidement parce que les résultats ne sont pas jugés assez prometteurs. Donc pendant un certain temps, le gisement, il existe, mais il reste un peu en suspens. Ce qui va changer la donne, c'est qu'on finit par trouver des zones plus intéressantes à proximité, qui permettent de relancer l'intérêt des investisseurs. À partir de là, on voit apparaître une nouvelle phase d'exploration, puis la création de la compagnie Betty Gold Mine au début des années 1930. Mais un des grands enjeux à ce moment-là, c'est l'accessibilité. On est dans un secteur qui est encore difficile à atteindre. Au début, pour se rendre jusqu'au site, il faut passer par La Sarre, puis continuer en canot en suivant les rivières, les lacs, avant de terminer le trajet par une courte route d'environ 1 kilomètre jusqu'à la mine. Donc avant même de penser à exploiter le gisement, il faut d'abord réussir à connecter le site au reste du territoire. Là. On l'a vu, c'est un enjeu transversal dans toute la région. L'accès n'était pas facile. Donc, on voit que dans d'autres cas en région, on suppose qu'à partir du moment où l'exploitation minière se met en place, la municipalité de Duparquet va apparaître à son tour. Oui, assez rapidement. Donc, dès l'ouverture de la mine au début des années 1930, on voit apparaître un véritable noyau de population autour du site. Il y a des maisons qui se construisent, des services qui s'organisent, et la municipalité obtient même sa charte dès 1933. Donc, on est vraiment dans un développement qui est directement lié à l'activité minière. La mine attire les travailleurs, puis autour de ça, le village prend forme, et pendant un certain temps, ça fonctionne bien. La population augmente, le village se stabilise, et on atteint même à son apogée autour de 1500 habitants.
Mais là où du Parquet se distingue un peu, c'est dans la suite des choses. Parce que la mine Bailey ferme en 1956. L'impact va être assez direct, là. Le développement du village est ralenti de façon importante et la municipalité doit composer avec une forme de dévitalisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu ailleurs en Abitibi. Quand une ville dépend fortement d'une seule mine, la fermeture crée un moment de transition. Et là, ça peut être parfois difficile, où il faut réussir à se redéfinir, à diversifier les activités économiques. Qu'en est-il de Nord-Métal? Est-ce que c'est la même chose pour la fondation? On s'imagine facilement là, dans un village plus au nord comme ça, on est dans une logistique d'isolement encore plus marquée. Oui, puis Nord-Métal, c'est un cas qui est vraiment particulier. Parce que contrairement à ce qu'on a vu ailleurs, c'est pas un prospecteur ou une équipe d'exploration organisée qui est à l'origine de la découverte. Ici, ce sont 2 chasseurs du secteur de Dupuis qui tombent un peu par hasard sur un gisement de cuivre et de zinc près de leur campement au début des années 1920. Donc dès le départ, on est dans quelque chose de beaucoup plus accidentel, si on veut. Eux vont enregistrer leur claim, puis leur vendre assez rapidement à une compagnie minière, Habana Mine. Elle va entreprendre donc les premiers travaux d'exploitation entre 1926 et 1929. Mais comme dans plusieurs cas à cette époque, le projet reste fragile. La compagnie manque de moyens financiers, puis les opérations vont finalement s'arrêter à la fin des années 20. Donc on a un premier cycle d'exploitation, mais qui est assez court et qui ne permet pas encore de structurer un véritable village autour de la mine. Donc à quel moment le village de Nord-Métal voit le jour? Au départ, avec la première phase d'exploitation par Habana Mine, dans les années 20, on ne parle pas encore de véritable village. On est plutôt dans une logique là, très camp minier. Donc les travailleurs sont logés dans des dortoirs, dans des bunkhouses, qu'on appelle, ou dans quelques résidences là, pour les employés. Donc il y a une présence humaine, évidemment, mais on n'est pas encore dans une municipalité structurée. Quand les opérations s'arrêtent en 1929, le projet tombe à l'eau. Puis quelques années plus tard, avec la hausse du prix des métaux, le projet, la mine, elle est relancée. Donc une nouvelle compagnie, cette fois la Nord-Métal Mining Corporation, reprend les activités au début des années 30. Par contre, cette relance-là, elle est encore une fois fragile. Le problème principal à ce moment-là, c'est encore une fois, problème classique, l'isolement. Nord-Métal est difficile à relier aux autres centres comme Dupuis ou La Sarre. Il n'y a pas encore de route efficace ni de lien ferroviaire pour transporter le matériel ou les travailleurs. Donc même si le potentiel est là, les conditions ne sont pas encore réunies pour soutenir un développement durable. Ce qui va changer la donne, c'est la fin des années 30. À ce moment-là, on complète les infrastructures de transport, la route, le chemin de fer, qui viennent connecter Nord-Métal au reste du territoire. Et là, pour la première fois, l'exploitation peut se stabiliser et surtout, un véritable village commence à apparaître autour de la mine à partir des années 40. Donc 1940. Est-ce que c'est dans ce cas-là un développement qui prend une fin abrupte comme on l'a vu ailleurs dans la région, notamment après la guerre? Pas exactement, c'est justement ce qui rend Nord-Métal intéressant. La mine va rester en activité beaucoup plus longtemps, là, donc plutôt que s'éteindre là, dans les années 40 ou au début des années 50. Elle va rester en activité jusqu'en 1975. Donc on est dans un cycle de vie qui est beaucoup plus étiré que dans plusieurs autres cas qu'on a vus jusqu'ici dans la série. Peut-être en fait parce qu'elle a démarré de manière un petit peu plus en soubresaut. Donc à partir des années 40, le village se développe de manière plus concrète. On voit apparaître des institutions, des services et progressivement, la compagnie minière commence à céder ou même à vendre des terrains à la municipalité, par exemple pour l'église, pour les écoles ou pour d'autres infrastructures. Donc tranquillement, le village gagne en autonomie. Et ça change la manière dont la fermeture de la mine va être vécue dans les années 70. Parce que contrairement à d'autres endroits où tout s'arrête assez brusquement, ici, la compagnie anticipe davantage la fin de l'exploitation. Elle met en place certaines conditions pour préparer la transition. Par exemple, elle va recommander ou faciliter le déplacement de ses travailleurs vers d'autres projets miniers, notamment plus au nord, du côté de Matagami ou de Joutel. Donc la fermeture reste un choc, évidemment, mais elle est un peu moins brutale parce qu'elle s'inscrit dans un processus plus graduel. Si on se ramène à aujourd'hui, qu'en est-il de l'exploitation minière en Abitibi-Ouest? Est-ce que ce secteur-là est encore actif ou on est aussi dans un volet de l'héritage du passé? Encore une fois, on est un petit peu entre les deux. Donc, il n'y a plus aujourd'hui de grandes mines en exploitation directement dans des localités comme du Parquet ou Nord-Métal.
comme on le voit là, au milieu du 20e siècle. Par contre, ça ne veut pas dire que le potentiel du secteur, lui, il est épuisé. À du Parquet, par exemple, il y a encore beaucoup d'intérêt. Des compagnies minières poursuivent les travaux d'exploration, puis il y a même des projets qui envisagent de relancer l'exploitation, notamment autour des anciens sites miniers. Donc, on est dans une logique de redécouverte du territoire avec des technologies puis des approches différentes. Du côté de Nord-Métal, c'est un peu la même chose. Il y a des campagnes de forage qui sont en cours pour évaluer ce qui reste du gisement. Donc, encore une fois, il y a une forme d'espoir, même s'il n'y a rien encore de confirmé à grande échelle. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Abitibi-Ouest reste quand même connectée à l'activité minière actuelle, même quand les projets ne sont pas directement sur son territoire. On peut penser par exemple à la mine Casa Berardi, qui est située un peu plus au nord. Donc techniquement, elle est dans le nord du Québec, mais qui emploie beaucoup de travailleurs de l'Abitibi-Ouest. Donc même si les grands centres miniers se sont déplacés ou transformés, le secteur continue de jouer un rôle important, notamment en termes de main-d'œuvre et d'expertise. Autrement dit, l'histoire minière de l'Abitibi-Ouest ne s'est pas arrêtée, elle s'est plutôt transformée. Je t'amène complètement ailleurs, Maxime, avec Amos, la première ville de l'Abitibi fondée en 1914. On a parlé que dans ce secteur-là, le développement est d'abord agricole et forestier. Mais est-ce qu'il y a quand même une exploitation minière qui a eu à un moment ou à un autre dans ce secteur-là? Tu as raison de le souligner, Amos se développe d'abord dans une logique qui est très différente là, du corridor Val-d'Or-Rouyn. On est dans un contexte de colonisation agricole fortement influencé par l'Église. D'ailleurs, la construction de la cathédrale au début des années 20 montre bien qu'il y a une volonté de structurer le territoire autour d'un centre religieux puis administratif. Mais malgré ça, il y a quand même de l'intérêt pour le potentiel minier du secteur, tu as raison. Par exemple, on identifie un gisement de cuivre sur le territoire qui suscite un certain espoir, mais qui ne sera jamais exploité de façon commerciale parce que le minerai n'est pas assez riche. Il y a aussi une tentative du côté de l'or avec la mine Fontana Gold, qui est en activité pendant quelques années là, dans les années 30, mais c'est une exploitation vraiment modeste. Là. On parle d'une 50aine d'employés, puis le projet va s'arrêter faute de résultats suffisants. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est une anecdote qu'on retrouve beaucoup dans les journaux de l'époque. On parle carrément de la présence d'un gisement de cuivre sous la cathédrale d'Amos. Puis là, les autorités religieuses vont intervenir directement pour empêcher toute exploitation à cet endroit-là. Elles vont même enregistrer un claim autour de la cathédrale pour bloquer le développement minier dans le secteur. Donc on voit bien ici que, contrairement à d'autres endroits en Abitibi, l'activité minière ne devient jamais vraiment le moteur principal du développement. Par contre, ça ne veut pas dire que l'intérêt disparaît complètement. Dans les décennies suivantes, là, notamment dans les années 70, on voit apparaître plusieurs projets ou discussions autour de l'exploitation de l'amiante dans le secteur d'Amos. Donc encore une fois, le potentiel, il est là, mais il ne se concrétise jamais vraiment à grande échelle. L'amiante, aujourd'hui, on a surtout une image très négative, mais à l'époque, d'où vient l'intérêt pour ce matériau? À l'époque, on ne connaît pas tous les impacts sur la santé qu'on associe aujourd'hui à l'amiante. Au contraire, c'est un matériau qui est extrêmement valorisé. On le considère comme un produit presque révolutionnaire, notamment parce qu'il est très résistant à la chaleur. On l'utilise pour fabriquer des matériaux ininflammables, pour isoler des bâtiments ou des équipements industriels. C'est pour ça qu'on va même surnommer l'amiante l'or blanc. En fait, au Québec, ça devient un véritable moteur de l'industrie minière, surtout dans des régions comme l'Estrie, là, autour de Thetford Mine, où l'exploitation est très importante tout au long du 20e siècle. Dans ce contexte-là, c'est pas surprenant de voir apparaître de l'intérêt pour l'amiante en Abitibi également. Dans les années 70, donc, il y a plusieurs projets qui sont envisagés dans le secteur d'Amos. On en parle dans les journaux, on fait des études, on évalue le potentiel. Mais dans les faits, il y a très peu de projets qui vont aboutir. La seule véritable exploitation qu'on voit dans la région, c'est celle de la Canadian Bolduc entre 1974 et 1977 dans le secteur de Champ-Neuf. Et assez rapidement, la perception de l'amiante elle va changer à partir des années 70. On commence déjà à mieux comprendre les risques pour la santé. Puis progressivement, son utilisation va être de plus en plus encadrée, puis réduite, limitée, jusqu'à être complètement interdite au Canada à partir de 2018. Donc c'est un bon exemple d'une ressource qui à une époque est perçue comme extrêmement prometteuse, mais qui finit par disparaître complètement du paysage minier. Aujourd'hui, dans le secteur d'Amos, qu'en est-il de l'activité minière? Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'activité minière directement à Amos même. Comme on l'a vu, les différents projets qu'il y a eu dans le passé n'ont jamais mené à un développement durable. Donc le secteur est resté principalement agricole, forestier puis administratif.
Par contre, si on s'éloigne un peu en direction de Val-d'Or, on retrouve quand même une certaine continuité minière. On peut penser au secteur de la Corne, dont on a déjà parlé dans des précédents épisodes. Historiquement, c'est un endroit où on exploitait donc la molybdénite, surtout avant les années 70. Mais aujourd'hui, ce qui caractérise davantage ce secteur-là, c'est l'exploitation du lithium. Donc on voit encore une fois une transformation de l'activité minière avec des ressources qui correspondent davantage aux besoins actuels, notamment en lien avec les technologies puis la transition énergétique. Donc même si Amos lui-même n'est pas un centre minier, il reste à proximité de zones où l'activité continue d'évoluer. On a parlé de différents secteurs de l'Abitibi, mais il ne faudrait pas oublier le Témiscamingue. Si je ne m'abuse, on est dans un contexte de colonisation complètement différent ici. Oui, exactement. Puis ça, c'est fondamental pour comprendre la région. Le Témiscamingue est occupé bien avant l'Abitibi. On remonte même à l'époque de la Nouvelle-France là, avec la présence du fort du lac Témiscamingue qui sert alors principalement au commerce de fourrure. Donc dès le départ, on est dans une logique différente qui passe par des réseaux de transport naturels, notamment la rivière des Outaouais, plutôt que par les projets miniers ou les routes, comme on l'a vu plus au nord là, avec la faille de Cadillac. Donc plus dans la seconde moitié du 19e siècle, on voit arriver des missionnaires, notamment les Oblats, qui vont entreprendre un travail d'évangélisation auprès des Premières Nations, puis ils vont amorcer une forme de colonisation. Et c'est cette colonisation-là qui est différente de celle qu'on a vue en Abitibi. Ici, ce n'est pas un projet gouvernemental comme le plan Vautrin. C'est plutôt une initiative du clergé qui cherche à structurer le territoire autour de l'agriculture. Par exemple, dès 1886, il y a le frère Moffett qui fonde la ville de Ville-Marie, qui devient un des premiers noyaux de peuplement du secteur, puis qui est encore aujourd'hui une des agglomérations les plus importantes. Donc on est environ une trentaine d'années avant le développement d'Amos, et surtout dans un territoire qui est beaucoup plus accessible grâce à la rivière des Outaouais, donc qui mène directement vers le secteur de Gatineau, Ottawa. On peut presque voir le Témiscamingue comme une extension naturelle de la vallée de l'Outaouais, avec une économie qui repose d'abord donc sur la forêt puis l'agriculture, bien avant l'arrivée de l'activité minière. Le Témiscamingue, c'est donc surtout l'agriculture et l'industrie forestière, c'est ça? De manière générale, oui. On est surtout dans des villages qui se développent dans une logique agricole, encadrée par le clergé, comme on l'a vu. Mais il y a quand même des exceptions, puis la plus marquante, c'est probablement Belle-Terre. Belle-Terre, c'est un cas particulier parce que le village apparaît beaucoup plus tard que les autres agglomérations du Témiscamingue. Belle-Terre s'est fondée en 1942, mais il y a déjà une mine en activité, en opération depuis 1936. Donc ici, encore une fois, c'est l'activité minière qui précède puis qui structure le développement du village. La mine, elle est exploitée par une compagnie importante de l'époque, la McIntyre Porcupine Mine, qui est déjà bien implantée dans un district minier de Timmins en Ontario. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce cas-là, c'est la question de l'énergie. Pour faire fonctionner ces installations, la compagnie va décider de construire son propre barrage hydroélectrique sur la rivière Waianawe. Donc, on voit que dans un secteur où l'activité minière est plus marginale, quand un projet se met en place, il peut quand même mobiliser des moyens importants puis transformer le territoire de manière assez significative. Est-ce que c'est surprenant à l'époque de voir une mine construire son propre barrage électrique? Pas tant que ça, en fait. C'est quelque chose qu'on observe assez souvent à l'époque, pas seulement dans le domaine minier, mais dans plusieurs secteurs industriels. Parce qu'on est dans un contexte où l'électricité n'est pas encore nationalisée au Québec. Donc, pour faire fonctionner leurs installations, plusieurs entreprises vont développer leur propre source d'énergie. Maintenant, il faut nuancer un petit peu. Hydro-Québec s'est créé en 1944 sous le gouvernement d'Adélard Godbout, mais à ce moment-là, son réseau est encore très limité. C'est surtout concentré autour de Montréal. En région, notamment en Abitibi, l'électricité reste majoritairement entre les mains d'entreprises privées. Dans bien des cas, ce sont des entreprises industrielles qui vont dépasser leurs propres besoins puis vouloir rentabiliser leurs installations électriques. Par exemple, du côté de la Sarre, il y a une scierie qui va produire de l'électricité pour ses opérations, puis décider d'étendre son réseau pour vendre aux habitants. C'est la même chose un peu dans le secteur de Rouyn-Noranda avec la Norton Québec Power, qui alimente une bonne partie du territoire. Donc, on est dans un système qui est assez fragmenté où plusieurs acteurs privés produisent et distribuent de l'électricité. Ce qui va changer la donne, c'est la Révolution tranquille. À partir des années 1960, le gouvernement de Jean Lesage lance un vaste mouvement de nationalisation de l'électricité pour regrouper tous ces réseaux sous la bannière d'Hydro-Québec. À partir de ce moment-là, les entreprises privées peuvent produire de l'électricité pour un usage strictement privé, pour leurs besoins industriels,
mais elles ne peuvent plus en vendre aux habitants autour. Et dans ce contexte-là, il y a beaucoup d'installations, comme le barrage de la rivière Onaway, celui-là construit donc à l'origine pour la mine de Belle-Terre, qui vont être intégrés au réseau public d'Hydro-Québec, notamment à partir de la fin des années 60. Donc, ce qu'on voit à Belle-Terre, ce n'est pas une exception étrange, c'est plutôt un bon exemple d'un modèle qui va progressivement disparaître avec la nationalisation de l'électricité. Juste pour préciser, au moment où le barrage est cédé à Hydro-Québec, la mine est-elle encore active? Non, la mine a déjà fermé à ce moment-là. Elle cesse ses activités en 1957, donc une dizaine d'années avant que le barrage soit intégré au réseau d'Hydro-Québec. Et après cette fermeture-là, il n'y a plus vraiment de développement minier majeur dans le secteur. On observe surtout à partir de ce moment-là des activités d'exploration pour essayer de voir s'il reste du potentiel autour de l'ancienne mine, mais sans véritable relance là, à grande échelle. Par contre, aujourd'hui, quand on parle du potentiel minier du Témiscamingue, on pense à autre chose. On parle beaucoup plus des terres rares qui suscitent un intérêt grandissant là, dans les dernières années. Qu'est-ce que c'est les terres rares exactement? Les terres rares, ce sont un groupe de minéraux qu'on utilise beaucoup dans les technologies modernes. On les retrouve dans toutes sortes d'équipements, là, les téléphones, les batteries, les éoliennes, les voitures électriques. Donc ce sont des ressources qui sont devenues très stratégiques aujourd'hui. Ce qui les rend particulières, c'est pas nécessairement qu'elles sont extrêmement rares dans le sol, mais plutôt qu'elles sont difficiles à extraire et à transformer. En réalité, ce qui est rare, c'est plutôt d'avoir un gisement exploitable intéressant. Pour le moment, c'est principalement la Chine qui en produit. C'est presque un monopole. Et au Témiscamingue, il y a justement un projet qui a attiré beaucoup d'attention dans les dernières années, notamment autour d'un minerai qu'on appelle l'eudialyte. Le potentiel est intéressant, mais en même temps, ça soulève des enjeux importants, parce que le gisement se trouve dans un secteur sensible, notamment du côté de la réserve de Kipawa, qui est liée à des bassins versants là, importants, entre autres avec la rivière des Outaouais. Donc on se trouve dans une situation où il y a d'un côté un intérêt économique, stratégique très fort, et de l'autre des préoccupations environnementales majeures. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, ces projets-là n'ont pas nécessairement abouti. Donc les terres rares, aujourd'hui, c'est un bon exemple d'une nouvelle phase de l'activité minière. Des ressources essentielles pour les technologies actuelles, mais qui posent aussi des questions beaucoup plus complexes qu'avant. Depuis le début de la série, on suit la faille de Cadillac comme un fil conducteur, un axe qui explique en grande partie le développement minier de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais aujourd'hui, on a vu que cette histoire-là ne se limite pas à cette seule ligne sur la carte. En s'éloignant du corridor principal, on découvre d'autres réalités, des gisements plus isolés, comme à Duparquet ou à Nord-Métal, des tentatives qui n'aboutissent pas toujours, comme à Amos, ou des territoires comme le Témiscamingue, où le développement suit une toute autre logique. Et pourtant, dans chacun de ces cas, la mine laisse une empreinte. Parfois durable, parfois plus fragile, mais toujours révélatrice de la manière dont le territoire s'est construit. Ce qu'on comprend finalement, c'est que l'histoire minière de l'Abitibi-Témiscamingue, ce n'est pas seulement celle d'un grand corridor riche en ressources. C'est aussi celle d'un ensemble de lieux, de tentatives, d'adaptation, où l'exploitation des ressources a pris différentes formes selon les contextes, les époques et les besoins. Et même aujourd'hui, que ce soit avec le lithium, les projets de relance ou les terres rares, cette histoire continue de s'écrire. Dans le prochain épisode, on va poursuivre ce parcours, en suivant la faille encore plus loin, jusque de l'autre côté de la frontière ontarienne. En terminant, Cheryl, je voudrais suggérer aux curieuses, aux curieux, d'aller consulter l'ouvrage collectif qui est dirigé par Odette Vincent, Histoire de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un bon tour d'horizon sur plusieurs secteurs dont on a parlé aujourd'hui. Puis aussi, je suggère aux plus visuels le documentaire court-métrage qui s'intitule Nord-Métal, réalisé en 1959 par Gilles Groux. C'est disponible gratuitement sur le site de l'ONF. Encore une route très instructive. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Cheryl. Vous venez d'entendre Sur la faille de Cadillac, une série produite par le Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic. Cette émission en balado-diffusion est présentée par Westdome Minkina avec le soutien de CEMAC Tyson, d'Eldorado Gold Québec, du projet minier Novador de Fresnillo PLC, de Ressources Cartier, Ressources Falco,
de la mine Westwood d'Ayam-Gold, de Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, de Mendigold Masti, député d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Io et Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est. Cet épisode est rendu possible grâce au travail de recherche et de rédaction exécuté par Félix Lemieux, assistant de recherche au musée et candidat à la maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke, et réalisé par Maxime Bolduc, coordonnateur des expositions et responsable du développement de projets au musée, également doctorant en études culturelles à l'Université de Sherbrooke. La musique est une réalisation de Jérémy Tessier du studio Cohérence.